Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale. Innovation et hypercroissance, la mue de l'industrie financière africaine. Arnaud Ventura, serial entrepreneur à Paris. La bancarisation, l'accès aux services financiers est encore très en deçà de ce qu'elle est dans nos pays, en Occident. Et ça a été un des axes principaux du développement du secteur. Mon invité cette semaine est Arnaud Ventura, multi-entrepreneur spécialisé dans la création de services financiers dans les pays émergents et notamment en Afrique. Dans le secteur financier depuis plus de 20 ans, Arnaud nous décrit avec moult détails le paysage bancaire et financier du continent africain dont la population va passer à 4 milliards d'individus d'ici la fin du siècle. Nous découvrons le développement de l'industrie et notamment celui de la microfinance, mise en lumière par Younous au début des années 2000. Entre tradition avec les tontines et modernité avec l'explosion de l'utilisation du smartphone, ce continent est en pleine effervescence. La population, encore largement sous-bancarisée, a désormais accès à de nombreux services financiers dans un environnement réglementaire moderne et une innovation à la pointe. Arnaud partage avec nous ses aventures entrepreneuriales passionnantes telles que Planète Finance, développée avec Jacques Attali, puis Microcred, devenu Baobab. In fine, vous comprendrez comment l'innovation va permettre d'accélérer la mue d'un secteur dynamique et mobile-centric. C'est un épisode extrêmement dense que vous risquez de devoir réécouter pour en saisir toute la substance. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Arnaud. Bonjour Solène. Un grand merci pour ton temps. Tu as un agenda de ministre, donc je suis très heureuse que tu acceptes de venir parler aujourd'hui de finances, d'innovation et d'Afrique, qui est le sujet central de notre discussion. Avant qu'on y aille, est-ce que tu peux te présenter ? Je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui te connaissent, mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore. En quelques mots, moi depuis 20 ans, je suis dans le secteur financier, principalement dans les pays émergents. J'ai créé 2 entreprises. La première s'appelait Planète Finance, qui était une ONG qu'on a créée avec Jacques Attali pour développer la microfinance dans les pays émergents. En une dizaine d'années, on a ouvert, enfin même un peu moins, entre 1999 et 2006, j'avais ouvert une trentaine de bureaux pour faire essentiellement du conseil à des institutions financières internationales et des boîtes de microfinance en Afrique, Amérique latine et Asie. Et suite à ça, j'ai créé une deuxième entreprise qui s'appelait Baobab, Microcred puis Baobab, dont l'objet était de faire du crédit et finalement de donner accès aux services financiers dans les pays émergents. On a opéré principalement en Afrique et en Chine avec Baobab, et j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. J'ai quitté Baobab il y a quelques mois pour me lancer dans de nouvelles aventures dont on reparlera prochainement. Avec plaisir. Ok. Alors, comme tu le sais, moi j'ai découvert ce sujet il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai été amenée à travailler sur le sujet, notamment les États d'Afrique de l'Ouest. J'ai découvert un paysage bancaire, financier, beaucoup plus en avance que ce que j'avais en tête, et d'un point de vue particulièrement réglementaire, où le régulateur, en l'occurrence la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, a vraiment, je dirais, mis en place un canevas réglementaire très très proche de ce qu'on connaît en Europe, sans avoir forcé les établissements à passer par les étapes qu'on a connues. Et c'est vrai que de ce que j'en ai compris, il y a eu vraiment un boom ces 20 dernières années dans le paysage financier, bancaire en particulier, mais aussi également dans l'assurance en Afrique. Donc aujourd'hui, il y avait 3 sujets que j'aurais aimé qu'on aborde. On va essayer de le faire tenir en 30 minutes, ça va être un peu de challenge. La première chose, c'est que peut-être tu nous donnes un aperçu du paysage financier en Afrique, donc dans les principales zones africaines, que tu nous fasses un retour d'expérience justement sur Baobab, et puis qu'on termine sur les tendances dans la fintech en Afrique. Voilà, et on va essayer de faire 30 minutes. Donc, je te laisse commencer peut-être. Très bien. Je pense que le premier point en Afrique, voire dans les pays émergents, si on se place il y a 20-30 ans, le sujet clé, c'est l'accès aux services financiers et donc la bancarisation qui est forcément, enfin on le sait ou on l'imagine, très très basse.
il y a 30 ans, quand on démarre Planète Finance, il y a 20 ans, 98, en Afrique, on a entre 7 et 10% de bancarisation. En Amérique latine, on est peut-être à 15 ou 20. En Asie, suivant les pays, on est entre 10 et 30. C'est-à-dire des personnes qui ont accès à un compte en banque, une carte. Personnes qui ont accès à des services bancaires, donc à un compte bancaire, à une carte, à des moyens de paiement, à un crédit. D'accord. Donc, et suivant le service, l'accès au crédit peut être inexistant dans un pays alors qu'on va avoir accès à des paiements. Donc suivant les services, il y a une variabilité. Après, on peut descendre là-dedans. Mais en général, on peut dire qu'il y a 20 à 30 ans, l'accès aux services bancaires était autour de 10 à 15% en Afrique. Il était en 2012, je crois, de 22%. Et en Amérique latine et en Asie, on avait le même genre de taux. La principale évolution dans les 20 dernières années, avec beaucoup d'efforts faits notamment par les institutions financières internationales qui ont poussé le développement d'acteurs spécialisés comme les acteurs de microfinance ou qui ont poussé des banques à adresser ce sujet, ça a été l'augmentation de la bancarisation. Néanmoins, et si on revient sur l'Afrique, on est encore loin du compte, puisqu'en Afrique, on a aujourd'hui à peu près 50% de bancarisation au niveau global, mais ça cache des disparités où certains pays, à Madagascar, la bancarisation est peut-être de 15%. Dans certains pays en Afrique de l'Ouest, on est autour de 30 à 40 ou moins. Donc voilà, la bancarisation, l'accès aux services financiers est encore très en deçà de ce qu'elle est dans nos pays, en Occident. Et ça a été un des axes principaux du développement du secteur. Tout ça je t'interromps peut-être, excuse-moi. Comment ça s'explique qu'il y ait un taux de bancarisation si faible? Ça s'explique de plein de façons, mais une façon de le résumer, c'est qu'en général, on estime que les pauvres ne sont pas des clients intéressants pour les banques. Les banquiers classiques vont se dire non, il est pauvre, il n'a pas d'argent, donc il n'y a pas de raison de lui ouvrir un compte. Donc voilà, tout simplement pour ça, il y avait ce présupposé il y a 20 ans ou il y a 30 ans qu'un pauvre n'avait pas de raison d'être un client bancaire, puisqu'une banque dans un pays émergent, elle se conçoit avant tout comme un moyen de capter l'épargne. Avant même de prêter, on commence par capter l'épargne. Donc si tu n'as pas d'argent, forcément, tu ne peux pas vraiment être un client bancaire. Donc ça se résume avec ça. Et puis après, il y a beaucoup d'autres raisons qui l'expliquent. Mais il y avait quand même un obstacle psychologique à l'accès aux services financiers. Donc ça, c'est le premier élément. Et donc je pense que ce paradigme justifie assez facilement ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer depuis 20 à 30 ans dans les pays émergents et en Afrique et les opportunités qui s'y trouvent. Première chose qu'il faut noter, c'est qu'évidemment, le secteur bancaire, au sens large, s'est énormément développé dans les 20 dernières années. En Afrique aujourd'hui, l'Amérique latine a la première croissance et la première rentabilité. Et l'Afrique est juste derrière. Le niveau de rentabilité en Afrique est au-delà de 15 à 17%. Enfin, on est entre 15 et 17% de rentabilité des fonds propres, ce qui n'est pas tout à fait la rentabilité des fonds propres de banques en Europe. Et on a une croissance qui est très importante. Aujourd'hui, le revenu des banques en Afrique est à peu près de 90 milliards de dollars. On le projette dans 3 ans à 130 milliards de dollars. Donc il y a une croissance très importante qui peut se faire sur un terreau qui est un marché non servi, finalement. Et sans parler d'un environnement de croissance. Enfin, tu n'es pas, et les auditeurs ne sont pas sans savoir, que dans les 5 plus grandes croissances des 10 dernières années, dans le top 10 des plus grandes croissances des 10 dernières années, il y a 6 pays africains. Donc l'Afrique a eu une croissance très importante et est amenée à avoir une croissance importante, étant donné le point de départ. Forcément. Et donc, sur cette croissance est évidemment financée par le secteur bancaire. Donc, la croissance du secteur bancaire est importante dans ces pays. Et donc, on parle d'établissements financiers qui sont originaires d'Afrique ou ce sont des établissements financiers américains qui viennent s'établir en Afrique? Non, il y a eu un grand changement, on pourrait dire, dans les 20 dernières années. Il y a 20 ans, en Afrique, on avait principalement des banques internationales établies, qu'elles soient françaises, marocaines, un petit peu américaines ou anglaises. Ça, c'est terminé. Il reste une banque française en Afrique qui est la Société Générale, qui a quelques positions. La plupart des autres sont partis. Les Marocains sont encore présents. Enfin, les Marocains, on va dire, sont africains quand on parle d'Afrique subsaharienne.
Les banques anglaises, les banques américaines, elles sont marginales. Donc c'est essentiellement des acteurs locaux. Alors locaux avec 2 gros mastodontes dans l'Afrique. Il y en a 3. Il y a le Maroc, il y a l'Égypte et il y a l'Afrique du Sud, qui sont les gros acteurs dans leurs marchés respectifs, puisque ce sont 3 grands marchés, mais des acteurs qui aussi se développent. Les acteurs d'Afrique du Sud qui vont dans la région naturelle d'influence, les acteurs du Maroc qui vont plutôt, et d'Égypte qui vont en Afrique subsaharienne. Donc il y a de gros acteurs qui viennent de ces pays-là, et puis il y a de nouveaux entrants comme le Kenya, comme le Nigeria, qui sont des marchés importants où des acteurs bancaires locaux commencent à se développer. Donc on a un paysage bancaire qui est beaucoup plus local, au sens africain, qui est beaucoup plus africain, on va dire, qu'il y a 20 ans. Et pas chinois. J'aurais pensé qu'il y avait pas mal de groupes bancaires, mais à tort, chinois qui s'implantent ça a été en Afrique. Pas dans la banque. Pour l'instant, c'est très marginal dans la banque. Néanmoins, il y a une deuxième tendance. Donc, quand on se dit qu'on est sur un marché en Afrique qui a, numéro un, première caractéristique, qui est marqué par la non-bancarisation. Deuxièmement, qui a une croissance forte. Évidemment, il attire de nouveaux acteurs. Donc, dans les nouveaux acteurs, au-delà des banques locales, régionales qui s'y sont développées, on a des acteurs tierces et notamment des gens dans le paiement qui se sont développés et qui se développent pour rentrer dans ce secteur-là. Et c'est plus les opérateurs de télécom qui sont les MTN, les Orange, les Safaricom du continent qui se développent avec des moyens de paiement initialement. Alors tout le monde connaît maintenant le mobile money qui est finalement une façon de faire une transaction via son téléphone, mais à partir duquel on peut développer des services bancaires, puisqu'à partir du mobile money, on peut s'imaginer faire du crédit demain, faire de l'épargne et offrir une banque pour le mass market. Ce que certains font. Orange vient de mettre en place sa banque en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est un premier entrant. Et alors, le mobile money, évidemment, si on se dit qu'avoir du paiement, c'est être bancarisé, a beaucoup servi à bancariser les chiffres, à bancariser la population, pardon. Et les chiffres qu'on voit aujourd'hui de bancarisation, quand on inclut le mobile money, on a l'impression que tout le monde a accès à un compte bancaire. Bon, avoir un compte de mobile money, c'est pas exactement la même chose qu'avoir un compte bancaire, c'est pas exactement la même chose qu'avoir un crédit bancaire, mais c'est vrai que c'est plus facile pour un étudiant qui est à Dakar ou un jeune professionnel qui est à Dakar et qui envoie de l'argent à sa grand-mère à Saint-Louis. C'est plus facile de le faire aujourd'hui avec du mobile money qu'il y a 10 ans quand il devait aller à la station de bus pour donner un billet au chauffeur qui remettrait à sa grand-mère dans le village. Donc, parce que c'est comme ça que ça se passait il y a 10 ou 15 ans, que ce soit à Dakar ou à Nairobi. Donc le mobile money a permis d'améliorer la bancarisation et ça fait partie de nouveaux acteurs. Dans les autres nouveaux acteurs, on commence à voir les acteurs Internet, que ce soit les Jumia, Opera, qui est, j'en arrive justement, une société chinoise maintenant, quelques Chinois qui commencent à rentrer. Mais c'est pas le marché principal. Voilà, oui. Et qui offre des solutions innovantes sur le paiement principalement, peut-être un peu sur le crédit, mais c'est pas du tout le marché principal, c'est anecdotique. Et alors, on parle, juste pour terminer ce point-là, des tontines. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est une tontine et à quel point les tontines sont encore d'actualité et comment justement les établissements financiers font pour faire avec finalement des pratiques usuelles un peu partout en Afrique. En France, on avait des tontines il y a 200 ans et tous les pays, partout, on trouve l'usage de la tontine. La tontine, c'est une pratique qui existe de la Chine à l'Inde, en Afrique, avec à chaque fois des noms différents, mais qui finalement regroupe une réalité très simple. Dans un village, une communauté qui décide de mettre en commun ses moyens financiers. Et donc, la pratique classique, ça va être dans un village, une vingtaine de femmes qui vont chaque semaine épargner un petit montant sur un compte commun. Et chaque femme a le droit, une fois par an, de retirer ce qu'il y a sur la tontine. Donc, si on prend 12 femmes, par exemple, qui vont chaque mois épargner 10 €, et à la fin de chaque mois, il y a 120 € disponibles pour l'une de ces femmes pour un investissement particulier. Voilà, c'est grosso modo, il y a des tas de règles, des tas de variations, mais grosso modo, c'est ça, cette pratique-là, qui est ancestrale, qui a existé partout, qu'on retrouve en Chine, en Inde. En Inde, ça s'appelle Self-Help Group. En Chine, ça a un nom. Et donc, cette pratique, elle est préalable
à l'établissement de tout système financier formel. Et évidemment, comme en Afrique, on a encore dans beaucoup de pays moins de 30% de la population qui a accès aux services financiers, ces gens qui n'ont pas accès aux services financiers, qui sont dans le milieu rural, dans les campagnes, utilisent ces tontines pour avoir des moyens permettant des investissements particuliers. Donc c'est très communautaire, très imbriqué dans le monde rural, qui est encore évidemment très présent en Afrique. Comment les banques ou les institutions financières peuvent s'articuler avec les tontines? Je dois avouer que c'est quand même bien souvent deux systèmes différents. Autrement dit, une dame qui va avoir la tontine, elle va en plus, quand elle va commencer à être bancarisée, avoir un compte ou avoir un crédit d'une institution de microfinance ou d'une banque. Certaines banques essayent de refinancer des tontines ou de leur donner plus de moyens, mais il n'y a pas de système qui est monté à l'échelle qui a permis de faire ça. En Inde, la NABARD, qui était une grosse banque publique, avait à un moment donné décidé de bancariser tous ces self-help groups pour leur donner plus de moyens, commencer à avoir de la donnée sur eux, pouvoir leur prêter. Donc il y a eu des tas d'initiatives dans ce sens, mais rien qui soit massifiable. Moi, la réalité, c'est que quand on voit ce qui s'est passé en Europe, encore une fois, il y a 200-300 ans, quand le monde agricole était beaucoup plus important en Europe et qu'il était beaucoup plus dispersé, les tontines existaient sous une forme spécifique. Raiffeisen en Allemagne s'est créé un peu sur ce terreau. Je savais pas ça. Et ça a été la tontine, puis la coopérative. Les premières banques européennes, le Crédit Mutuel en France, le Crédit Agricole, Raiffeisen, ont une origine coopérative. La coopérative, ça vient de ça. Donc, c'est une évolution, on va dire, naturelle des systèmes financiers. Ils commencent à être décentralisés, à être communautaires. Éventuellement, ils s'organisent en coopérative ensuite. Puis ensuite, ils se mettent en bourse. Les coopératives finissent sur le marché et ils se professionnalisent, on va dire. Donc, dans les pays africains, on voit la même chose. Il y a eu une première vague avec des tontines, puis une deuxième vague avec des coopératives qui sont beaucoup développées dans les années 70, 90. Et puis aujourd'hui, ce sont des institutions financières qui sont soit des banques de microfinance, des banques de financement des PME qui se spécialisent là-dedans. Moi, j'y retrouve ce qu'on a vu en Europe dans les années 1800-1900. Donc, c'est la même logique de développement. D'accord, parfait, merci beaucoup. Et alors, du coup, la microfinance dans tout ça, la microfinance, on a commencé à entendre parler beaucoup par Younous, qui a vraiment apporté de l'éclairage. Actuellement, qui sont les gros organismes de microfinance en Afrique et en quoi c'est différent d'un établissement bancaire traditionnel? Alors, la microfinance commence sur justement cette constatation que la majorité de la population de pays émergents est exclue du service financier. Ça commence dans bien des régions. Younous le développe magnifiquement au Bangladesh. C'est la Grameen Bank. Il reçoit le prix Nobel en 2005. Ça a vraiment donné le spotlight sur la microfinance. Nous, on a eu la chance, quand j'ai créé Planète Finance, c'était le président du comité d'honneur, donc on a eu la chance de l'avoir eu pendant des années pour nous accompagner et nous aider. Et j'ai bien vu, pendant 10 ans, quand on a commencé en 98, Planète Finance, il était là, mais il y avait malgré sa présence, personne ne connaissait la microfinance. Et moi, quand j'ai quitté BNP Paribas pour monter Planète Finance, on me disait « Mais tu es fou, pourquoi tu vas faire ça ?» Et Younous avait écrit quelques bouquins, mais ça restait très confidentiel et très réservé aux gens intéressés par le développement. 5-6 ans plus tard, c'était en vogue, tout le monde connaissait, il avait eu son prix Nobel et des investisseurs, le monde entier, voulaient faire de la microfinance. Donc on est passé d'une étape complètement anecdotique à un secteur beaucoup plus mainstream, favorisé par les institutions internationales. Et la microfinance est très simple. Encore une fois, on est dans un environnement où l'accès aux services financiers est très limité, la bancarisation est inexistante dans les pays émergents. Des institutions se disent on va offrir des services bancaires à ces populations-là et on va arriver à développer un modèle économique. Dans les années 90, 2000, c'est essentiellement charitable et le modèle économique est en deuxième partie. Certains se disent on va arriver à faire un modèle économique, mais c'est plutôt du wishful thinking. On va dire 90, on est là-dedans. Dans les années 2000, beaucoup d'institutions commencent à prouver que oui, ça gagne de l'argent. Et on peut le faire, on peut prêter de l'argent à des gens qui ont peu de ressources, tout en étant rentable. À tel point qu'en 2005, à la fois Younous a son prix Nobel, et 6 mois après, Compartamos, la première institution de microfinance du Mexique, s'introduit en bourse. Et donc là, forcément,
les yeux du monde entier, Wall Street Journal, tout le monde se dit ah bah tiens, ce truc-là, on peut gagner de l'argent. Il y a un truc. Voilà, d'autant plus qu'elle est valorisée de magnifique valorisation, digne des plus grandes fintechs d'aujourd'hui. Et du coup, tout le monde se dit il y a quelque chose. Ce qui fait qu'à partir de 2005, on voit beaucoup d'investisseurs s'intéresser à ce secteur, investir, un certain nombre de marchés comme l'Amérique latine, l'Inde, qui commencent même à devenir des bulles. Et en tout cas, il y a une vraie phase où on passe de la microfinance, on va dire charitable, ONG, à la microfinance commerciale qui a caractérisé les 15 dernières années, où on a vu se développer une pléiade de banques, de sociétés financières spécialisées sur ce marché, avec des méthodologies de crédit très... il y a plusieurs façons de faire ce métier. C'est assez normé, mais ça marche assez bien. Et puis après, ça a des rentabilités différentes suivant les pays, suivant les contextes. Mais en tout cas, c'est rentable. Il n'y a pas de problème. Baobab, l'année dernière, a dégagé, on a prêté 1 milliard. On a dégagé 200 millions d'euros de revenus, plus de 35 millions d'euros de profit avant impôt. Donc, c'est une activité tout à fait rentable et que beaucoup d'autres pratiquent avec ce niveau de rentabilité. Super, écoute, merci, c'est très clair. C'est bien, tu m'as fait ma super transition vers le deuxième point que je voulais qu'on comprenne aujourd'hui avec toi. C'est justement toute ton aventure entrepreneuriale. Savoir quelle était l'idée que tu avais au départ, que vous aviez avec ton équipe, et voilà, quelle a été la progression, quel est le type de service en fait que vous avez été amené à développer, que ce soit dans la partie banque, mais également aussi, si vous l'avez fait, dans la partie assurance. Et comment on fait pour monter un établissement de crédit, Donc, il y a deux parties dans mon aventure, et les deux sont intéressantes. Enfin, il y a une logique entre les deux. La première, c'était du côté de Planète Finance. Donc, moi, tout simplement, franchement, à 23 ans, je me suis dit, avant d'aller faire un MBA à Stanford, je vais sauver le monde. Ce sera bien pour mon CV. C'est beau. Et du coup, j'ai réfléchi à quelques idées. Très vite, je suis tombé sur l'idée de soutenir des institutions dans les pays émergents. L'idée de monter une organisation qui appuie, grâce aux nouvelles technologies et à Internet, ces institutions-là. Très vite, on arrive à la microfinance. Je me retrouve en contact avec Jacques Attali, qui m'écrit parce qu'il avait entendu parler de mon projet. Et on crée Planète Finance avec l'idée... Ça, c'était début 2000. Début 2000, 98. Exactement, donc en 99, on démarre Planète Finance avec l'idée d'aider des institutions de microfinance. Et je me dis à ce moment-là, deux choses. Premièrement, il y a tellement de boulot à faire, ce problème de bancarisation. On parle de 2 à 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès aux services bancaires. Le problème de bancarisation est tellement énorme et le problème de la pauvreté est tellement énorme. C'est les deux problèmes qu'on se propose d'adresser, que je ne verrai pas la solution avant la fin de ma vie. Mais je vais faire ça 2-3 ans, je vais aider Jacques et ensuite j'irai faire autre chose. Finalement, l'aventure entrepreneuriale est tellement géniale. On développe Planète, ça marche très bien. J'ai 200 collaborateurs après 3 ou 4 ans. Donc, des bureaux en France, vous étiez basé depuis la France? On avait un siège à Paris, mais j'avais des bureaux dans 30 pays. L'essentiel des collaborateurs étaient dans les pays émergents. On devient une des références dans ce secteur, en faisant un métier qui est essentiellement du conseil. On conseille soit des institutions de microfinance, soit des bailleurs de fonds internationaux et des institutions financières internationales, soit des asset managers plus tard qui commencent à investir dans le secteur. Et donc ça, c'est la première partie qui me fait rentrer dans ce secteur. Et encore une fois, je vois à partir de 2005, ce que je viens de dire, une transition entre la microfinance charity business et la microfinance qui peut être vraiment une partie du secteur bancaire. Ouais. Et donc, à partir de là, je me dis, il y a une vraie opportunité pour créer des banques de microfinance. Il y a peu de gens qui le font. Nous, on faisait du conseil à des ONG beaucoup, à des coopératives, à quelques sociétés, mais il y a encore très peu de sociétés ou de banques de microfinance. Et donc, je me dis, pourquoi on ne créerait pas un véhicule pour investir dans des banques et les créer s'il faut. Et donc, en 2006, on démarre vraiment en 2007-2008, notre premier investissement, mais je lève 2006, j'ai des accords pour à peu près 10 millions d'euros d'investissement avec 3 ou 4 investisseurs, la Banque mondiale, la Société Générale, AXA. Et avec ça, on investit dans la création de 4 premières institutions de microfinance sous forme de sociétés. Donc, une société régulée au Mexique, une banque à Madagascar, et une banque de microfinance à Dakar, au Sénégal, et une société régulée en Chine. Pourquoi vous étiez parti vous développer aux 4 coins du monde comme ça ? Parce qu'on avait comme pitch
qu'on allait leverager et profiter de l'expérience que j'avais accumulée et qu'on avait accumulée avec Planète Finance. Oui, tu avais déjà tous les contacts. J'avais déjà en fait. des bureaux dans 30 pays et des équipes. J'avais 20 personnes au Mexique, une cinquantaine en Afrique, une trentaine en Asie, dont 15 en Chine. Donc j'avais des équipes pour accompagner ce développement. Un peu Big Bang quand même. Hein. Donc c'est ambitieux. On se lance là-dedans. Et alors il se passe deux choses. Premièrement, dans chacun de ces pays, en Chine, on est la première société de microfinance. À Madagascar, on est la première banque. On a essentiellement des coopératives en fait. Nous, à Dakar, c'est pareil. Au Mexique, il y avait déjà Compartamos, mais dans l'état où on était, dans la province où on était seul. Donc on était parmi les premiers. Et puis il se passe une chose importante dans les 3 premières années, c'est qu'entre 2008 et 2012, on montre que ça marche, puisque dans chacun de ces pays, on devient assez vite rentable. En gros, au bout de 2 ans, on atteint le break-even. On touche les clients qu'on dit toucher, les clients qui sont essentiellement des PME. On prête de quelques dizaines d'euros à 2000, 3000 euros à l'époque. Donc des toutes petites micro-entreprises. Et puis, à partir de 2012, on se dit, deuxième phase, on va commencer à se développer. Et donc, on passe de 4 pays. Déjà, on décide de sortir de l'Amérique latine pour se reconcentrer sur l'Afrique et la Chine. Et on passe ça, c'était Microcred. Hein. Ouais, Microcred. Ouais. On passe de 3 pays à très vite, en 2012, on est dans 8 ou 9 pays. Et on réplique ce même modèle, qui est un modèle, finalement, où notre métier est, 1, de créer des banques, 2, de faire du crédit à des petites entreprises, et pour ça on passe notre temps, on a des collaborateurs qui vont dans la rue, qui vont rencontrer les entrepreneurs un par un et qui leur proposent du crédit, qui analysent leur capacité de paiement et qui décident de leur faire des prêts. On commence à se développer à partir de 2012-2013 vers la PME, ce qui fait que l'année dernière, quand je décrivais les chiffres que j'ai décrits tout à l'heure, on faisait des crédits jusqu'à 250 000 euros. Donc on prêtait jusqu'à 10 000 euros. On catégorisait ses clients comme des micro-entrepreneurs. Et entre 10 000 et 250 000 euros, on parlait de PME. D'accord. Et on commençait aussi à développer d'autres services que de crédit, qui sont essentiellement évidemment l'épargne. On mobilisait des dépôts, l'assurance, on offrait des produits d'assurance à nos clients, et puis dans certains pays, des moyens de paiement. Et il y avait des branches, tu avais créé des succursales. Donc l'année dernière, encore une fois, je l'ai dit, 1 milliard d'euros prêtés, 200 millions d'euros de revenus, 35 millions d'euros de profit avant impôt, probablement plus de 200 agences et en propre, et 1000 correspondants, qui sont des agents qui travaillent pour nous, 4500 salariés. Ouais, donc il y a beaucoup énorme de monde sur le terrain qui fait du crédit. Alors moi j'étais intéressée, peut-être que tu reviennes au niveau vraiment plutôt pratique, pour comprendre comment, alors actuellement, je dirais en France par exemple, si tu veux contracter un crédit, tu peux faire via des plateformes en ligne. Si on prend l'exemple à Dakar, actuellement, si tu es une PME et que tu veux aujourd'hui contracter un crédit, est-ce que tu as une solution complètement intégrée, ou est-ce qu'il y a la combinaison soit du online et du offline? Voilà. Donc historiquement, la microfinance, tu veux contracter un crédit, tu parles à un agent de crédit, tu décris ta situation financière, il va prendre des notes et il va peut-être vérifier 3-4 points. Et sur cette base-là, il va décider de te prêter en une journée. Il va décider de te prêter 500 euros, 1000 euros, 3000 euros. Si c'est 200 000 euros, ça prend peut-être plus qu'une journée parce qu'on va te demander un certain nombre de papiers, des garanties. Mais en 2 semaines, tu vas avoir un crédit de 200 000 euros. C'est un comité de crédit efficace. C'est très efficace. C'est ce qui a fait le succès de ça. Donc ça, c'est le process classique historique. Moi, à partir de 2015, je dis, ça c'est super, mais il faut qu'on commence à digitaliser un peu nos opérations. Et donc, l'année dernière, là, dans les crédits que j'ai décrits, on faisait plus de 50% de nos opérations en ligne. D'accord. Autrement dit, un client se voyait recevoir un SMS, parce qu'ils n'ont pas tous des apps et des téléphones 4G, lui disant, voilà, tu as même pas fait une demande de crédit, tu as déjà eu un crédit avec nous de 1000 euros, on te le renouvelle automatiquement si tu veux, tu nous renvoies ce code et il sera renouvelé automatiquement et on peut te débourser l'argent sur ton portefeuille. Donc on a commencé à digitaliser le crédit. Quasiment aucune institution de microfinance aujourd'hui est complètement digitale. La plupart des institutions de microfinance, au mieux, ont digitalisé les opérations pour les rendre plus efficaces, pour que la relation client soit plus efficace, mais ça reste beaucoup de relations one-to-one. Pourquoi ? Parce que, au contraire de ce qu'on trouve à Paris, je peux, sur des plateformes comme October ou d'autres,
déposer mes comptes, déposer des informations, déposer mes bank statements, enfin déposer des tas d'informations en ligne, en PDF, qui vont être analysées et qui vont permettre une décision de crédit. Au fin fond du Mali, c'est plus délicat. Oui. D'une part, une entreprise qui vend des tomates sur le marché de Bamako, elle n'a peut-être pas de compte certifié par PricewaterhouseCoopers. Sans blague. Voilà. Et d'autre part, même si elle les avait, quand elle est dans la campagne, aller charger sur une plateforme via son téléphone ces comptes-là, ce serait challenging. Donc, on peut digitaliser une certaine partie des opérations, on peut améliorer la relation client grâce au digital, mais dans le crédit aux PME, c'est très difficile de faire tout en digital dans les pays émergents. Néanmoins, il y a beaucoup de gens qui font ce pari, qui vont faire du crédit digital. Ils se retrouvent à faire quoi ? Quelque chose qui est très louable, mais qui n'est pas vraiment le cœur de métier de la microfinance. Ils se retrouvent à faire du crédit conso court terme à 20 € à un particulier qui a besoin de s'acheter un nouveau téléphone, un ticket de bus ou un ticket pour jouer au PMU. Donc ça, c'est possible. Faire du crédit court terme de petits montants de 20 à 300 €, c'est très possible, ça existe, ça se fait online. Mais ça, c'est plutôt du B2C, c'est pas du B2B. Hein. C'est du B2C, mais enfin, nous aussi, on fait du B2C parce que notre micro-entrepreneur, c'est quand même une personne physique. Si ce n'est que nous, on vérifie que les tomates qu'elle a vendues lui génèrent un revenu qui lui permet de rembourser son crédit. Ce qui est très différent d'un crédit conso où tu n'as pas vraiment l'information sur les ressources de ce garçon. Donc typiquement, les opérateurs qui font du crédit conso, ils vont se dire, bon, alors sur son app, si on le fait sur une app, on va vérifier, sur LinkedIn, il connaît des gens qui ont de l'argent, donc il a peut-être de l'argent lui-même, ou alors, si c'est un peu plus sophistiqué, les opérateurs de téléphonie se disent, ah bah tiens, il fait des transactions via son compte Mobile Money, il fait chaque semaine une transaction de 10 €, donc il a des revenus de 10 € par semaine, donc on peut lui en prêter 3 par semaine. C'est ce genre d'analyses qui vont être faites qui permettent d'avoir une idée de quelles sont les ressources de la personne et quel crédit on peut lui faire. Mais on est dans un autre métier qui est ce que j'appelle plus du crédit conso, du CTLM, du Cofinoga, etc. en France, qui est très peu pratiqué par les institutions de microfinance. Les institutions de microfinance se concentrent, elles, sur du crédit à de la PME ou à de la micro-entreprise. Et donc là où on voit beaucoup le digital arriver en Afrique, c'est des plateformes de crédit conso qui sont, par exemple, très présentes maintenant au Kenya, un peu moins au Nigeria, mais ça rentre beaucoup, et qui sont très critiqués. Qui sont les acteurs Alors, on a à la fois les opérateurs de téléphonie, par exemple au Kenya, une des plus célèbres, c'est l'extension de M-Pesa qui s'appelle M-Shwari. Donc Safaricom est l'opérateur de téléphonie mobile qui a créé M-Pesa, qui a créé M-Shwari, qui est l'opération de crédit. On a quelques opérateurs internationaux, et notamment des Américains financés par du venture capital américain, comme c'est le cas de Branch ou de Tala, qui ont démarré au Kenya, qui sont développés en Tanzanie, puis dans d'autres pays par la suite. Donc, et qui font du crédit à des très courts termes. On parle de quelques semaines, quelques mois au maximum, quelques jours parfois, et à des taux d'intérêt annuels assez élevés, 100% à 150%. Donc c'est un métier très différent de la microfinance, qui est certainement louable, enfin que certains peuvent apprécier, mais qui est très différent. Parfait, bah écoute, c'est impressionnant ce que tu as réussi à construire, bravo. Pour terminer cet entretien passionnant, j'aurais bien aimé qu'on parle, donc tu l'as déjà un peu évoqué, les tendances dans la FinTech. J'ai lu, avant qu'on se parle, une étude passionnante qui disait que 42% de la population africaine en 2030 aurait entre 15 et 24 ans, avec un taux de pénétration du mobile de 80% et une population subsaharienne à 66% unbanked, non bancarisée. Donc on imagine clairement le potentiel aussi de développement dans la FinTech avec, et juste pour, parce que moi c'est des chiffres que je ne concevais pas, donc j'aime autant les citer. La population de l'Égypte, c'est 100 millions de personnes. L'Afrique du Sud, c'est 50, puisqu'on a parlé de ces pays-là. Le Nigeria, c'est 200 millions d'habitants et le Kenya, c'est 50. Donc on parle de populations qui sont équivalentes à celles qu'on connaît au niveau d'un pays en France. Et puis la création de The African Continental Free Trade Area, qui est donc une zone de libre-échange donc qui a été ratifiée par une vingtaine de pays, c'est correct ? Et donc qui va certainement également accélérer cette croissance. Bon bref, j'ai fait une grosse introduction, mais partant de ces chiffres-là, est-ce que tu pourrais nous dresser un aperçu rapide sur les principaux centres FinTech en Afrique ?
quels sont les pays les plus développés à ce niveau-là, avec les écosystèmes les plus développés, également en termes d'investissement, là où les fonds vont investir un maximum, et sur quelle technologie actuellement il y a un maximum d'investissements qui se font en Afrique, dans la FinTech. Donc, pour compléter le schéma que tu as donné, il faut bien effectivement garder en tête que l'Afrique est un des continents qui se développe le plus et le plus vite. Et deux, si on pense à la population africaine, elle est censée, aujourd'hui, on a à peu près 1 milliard de personnes en Afrique. À la fin du siècle, on pense avoir 4 milliards de personnes en Afrique. Ce sera donc la première population mondiale. Les pays que tu as cités, le Nigeria qui a 200 millions, il sera à 800 millions de personnes à la fin du siècle. Donc, alors que la Chine on a 1,6 milliard de population en Chine, les prévisions c'est qu'on passe à 800 millions à la fin du siècle. Ouais, donc il y aura un changement de paradigme. Complet. Ouais. C'est pour ça que les Chinois investissent en Afrique. Donc évidemment, 4 milliards de personnes sur un continent, ça crée une consommation, enfin ça crée des tas de choses qui font que le développement va continuer. Ce qui fait que moi, je suis persuadé que c'est le marché du futur. Il y a pas, pour moi, c'est un no-brainer. Évidemment que c'est le marché du futur. On peut parler de la gouvernance, de la corruption, toutes ces choses-là, mais ce sont des détails par rapport aux sujets macroéconomiques qui sont la croissance de la population et du coup la croissance économique qui va en découler. Parce que tous ces gens-là ne vont pas être des bad people pour venir en Europe. Non, pas du tout. Ils vont développer leur continent. Donc ça, c'est la première chose qui complète le paysage que tu as donné. Donc, quand on se dit ça, on se dit que partout en Afrique, il va y avoir des opportunités de développement dans la FinTech et dans le reste. Néanmoins, aujourd'hui, les marchés les plus dynamiques sont le Nigeria, l'Afrique du Sud, un petit peu, parce qu'il y a des contraintes réglementaires et que c'est un marché spécifique, on pourra en reparler, mais spécifique, mais surtout le Nigeria et le Kenya. Ça, c'est les deux gros moteurs. Pas l'Égypte. C'est les deux gros moteurs. Pourquoi ? Parce que c'est des pays anglophones, bien reliés au capitalisme anglo-américain. Donc il y a beaucoup de fonds et d'argent et de connaissances qui viennent de ces endroits-là et qui, du coup, sont le moteur de l'Afrique subsaharienne. L'Égypte, évidemment, mais l'Égypte, parce que c'est un grand pays, un pays important, évidemment, est un gros développement. En FinTech, certainement moins que les deux pays que je viens de citer, mais c'est une économie très importante, l'Égypte. Donc le ratio montant investi par rapport au GDP est certainement moindre en Égypte qu'au Nigeria. Néanmoins, le montant en valeur absolue est aussi important parce que c'est une grande économie. Dernier point à faire, c'est que ça c'est aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, où il y a de plus en plus d'intérêt, parce que c'est une région, tu l'as vu quand on parlait de la CBEAO, c'est une région, l'Afrique francophone de l'Ouest, qui est à peu près... Togo, Sénégal... Togo, l'UMOA, qui est une région avec 13 pays, Togo, Sénégal, Mali, Nigeria, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, etc. C'est une région qui a à peu près la même population que le Nigeria, qui a une croissance moindre que le Nigeria en termes de taille de PNB, mais qui a quand même une forte croissance et qui est harmonisée sur le plan économique. C'est une fédération qui est assez solide et qui a un ou deux pays qui sont des moteurs, dont la Côte d'Ivoire évidemment et le Sénégal juste derrière. Mais c'est la même régulation, etc. Et donc, il y a, avec les 10% de croissance très importante, la Côte d'Ivoire a une croissance de 10% par an en moyenne dans les 10 dernières années. Donc, cette croissance a tiré la région et a fait qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'investissements dans la FinTech là-dedans. Alors, c'est bien moins, c'est 10 fois moins que ce qu'il y a au Nigeria, mais ça se développe. Donc, moi, je suis... il y a de tels besoins en Afrique que c'est encore une fois un no-brainer que dans les 10 à 15 années à venir, il fasse passer encore beaucoup de choses dans ce continent. Et en termes de technologie, qu'est-ce qui va être plus mis en avant ? Est-ce qu'il se développe beaucoup de solutions avec la blockchain En termes de technologie, on n'est pas encore sur des sujets blockchain, Bitcoin, tous ces trucs-là, même s'il y a pour moi un gros potentiel. On l'est un tout petit peu, mais il y a très peu d'acteurs. On est beaucoup sur du paiement. On est beaucoup sur du crédit. De ce que j'ai décrit tout à l'heure, donc le crédit et le paiement via des apps, via le téléphone, etc. Donc on est beaucoup sur du B2C. On est un peu sur de la technologie, c'est-à-dire qu'il y a quelques opérateurs de technologie hard, d'infrastructure, que ce soit dans le paiement, que ce soit dans le crédit, que ce soit dans la banque. Il y a des acteurs notamment sur les marchés que j'ai cités. Voilà les grands domaines, c'est le paiement, le crédit, la banque
virtuelle, la banque online, on va dire, il y a des acteurs là-dessus sur ces marchés-là, Oui. et l'infrastructure. On n'est pas encore sur les sujets, on est très peu, disons, sur les sujets Bitcoin. Et on a très peu parlé de l'assurance. Il y a également Bima qui s'est vachement développé. Donc il y a l'insurtech / la microassurance, c'est un mouvement, la microassurance, c'est un secteur dans lequel beaucoup de monde a beaucoup d'espoir depuis bien longtemps. Ça s'est développé, il y a des acteurs comme Bima et quelques autres qui sont sur le plan financier quand même des succès mitigés. Il y a beaucoup d'argent qui s'investit là-dedans parce que de toute façon de l'argent s'investit partout, mais c'est pas forcément des grands succès financièrement. Et il y a aussi un certain nombre d'acteurs dans l'insurtech. Balloon par exemple en Afrique de l'Ouest fait beaucoup de choses. Donc il y a là aussi un grand espoir. Le petit sujet avec l'assurance, c'est que c'est quand même un marché beaucoup plus difficile. Nous, à Planète Finance, on avait développé pas mal de choses dans l'assurance, la microassurance, en se disant que c'était aussi un immense marché. C'est un marché beaucoup plus difficile pour une raison bien simple. On le voit bien, l'assurance n'est pas la première chose dont on a besoin en termes de services financiers. C'est quelque chose qu'on commence à considérer une fois qu'on a atteint un certain niveau de développement. Oui. C'est un besoin secondaire. C'est un besoin secondaire qui se développe très bien quand les États l'imposent. Quand un pays vous dit l'assurance automobile c'est obligatoire, forcément ça fait un gros marché. Mais sur le plan, ça se développe naturellement, ça se développe sur le mass market. En tout cas, c'est difficile à marketer. Alors néanmoins, il y a des produits, l'assurance mobile, il y a des produits que ces assureurs-là arrivent à développer. Mais c'est un marché qui va prendre, de mon point de vue, un peu plus de temps parce qu'il faut qu'on arrive à un stade de développement auquel on n'est pas. Aujourd'hui, le crédit, les services bancaires de base, à savoir le paiement, le crédit, le paiement, l'épargne, c'est des marchés qui sont complètement corrélés à la croissance du pays. C'est le crédit qui fait la croissance d'un pays. Donc, que ce soit le crédit à la consommation, et encore plus le crédit à l'entreprise, parce que c'est les entreprises qui créent la croissance, donc il leur faut du crédit pour se faire. Donc ça, c'est vraiment linéaire. Un continent qui a 10% de croissance, il a besoin d'autant de crédit pour... Par contre, le marché de l'assurance, il faut atteindre un stade de développement avant d'espérer avoir un grand marché. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'espoir et beaucoup de potentiel, mais pour moi, c'est certainement quelque chose à beaucoup plus long terme. Ok, très bien. Écoute, c'est très clair. Malheureusement, on arrive à la fin de notre entretien. À mon avis, je vais en recommander un deuxième avec toi. Il y a plein d'autres thèmes à découvrir. Est-ce que tu peux nous conseiller un livre avant qu'on se quitte ? Il y a beaucoup de livres, mais pour revenir à la base, pour ceux qui sont intéressés vraiment à comprendre ce marché des non bancarisés, il y a un livre passionnant qui a été fait par 3 scientifiques de Harvard, Columbia University, il y a plus de 10 ans, qui s'appelle Portfolio of the Poor, qui est un livre qui décrit la vie de quelqu'un avec $2 par jour, qui gagne moins de $2 par jour. Et donc pour ceux d'entre vous qui sont les plus sceptiques et qui ont encore l'idée qu'un pauvre n'est pas un client, lire ce livre est fascinant, et notamment vous y apprendrez que au Bangladesh comme au Kenya, quand on gagne moins de $2 par jour, on utilise en moyenne plus de 10 instruments financiers qui sont informels. Ça va être par exemple épargner de l'argent chez sa tante, ou épargner de l'argent à la petite boutique du coin, ou mettre un peu d'argent sous son matelas. Tout ça, c'est des instruments financiers qui peuvent être formalisés. D'accord. Donc ce Portfolio of the Poor, c'est assez bien pour revenir à la base des besoins financiers des gens non bancarisés. Parfait. Merci infiniment, Arnaud. Merci à bientôt. À vous. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.